nouvelle vidéo, et cette nouvelle vidéo qui est un petit peu différente puisque cette semaine je vous emmène visiter la ville, mais d'une manière un petit peu particulière puisque on va aller Franchement, j'arrête pas d'être interrompue dans cette vidéo. Plutôt quand j'étais en train de filmer, il y a un camion qui s'est mis juste en face de l'endroit où je voulais filmer. Là, depuis 10 minutes, il y a cette voiture derrière qui est garée alors que j'avais installé que j'allais filmer. Ensuite, j'ai le mec que vous allez voir après qui m'a couru après pour que je l'intègre dans mon vlog. What do you want to say? Shout out from the Filipino people in Canada. Oh yes, yes, thank you, have a good day. J'étais en train de filmer pour aller vous montrer ces murs et le mec vient me voir en me disant mais t'es un blogueur, moi je veux dire, est-ce que je peux dire quelque chose? Je dis bah vas-y, ouais. J'adore ton c'est trop mignon. Et voilà, donc c'est aussi la chose quand on filme en extérieur, qu'on filme en ville, on sait que on va pas être, voilà, ça va pas tout être parfait comme on a envie. Et en même temps, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Parce que juste avant, là, je viens de rencontrer une maman et sa fille, toutes les deux françaises, qui venaient visiter Toronto pour une semaine. Du coup, j'aurais partagé quelques conseils. J'adore, dès que j'entends parler, parce que j'arrive à reconnaître quand c'est des touristes en général, et j'adore pouvoir leur partager des infos. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, on va reprendre notre intro parce que je suis en train de mourir de chaud en plus de ça. Il fait combien? C'est pas possible, la météo elle est cassée au Canada. Ça me dit qu'il fait 23, moi j'ai l'impression qu'il fait 1000 degrés. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette vidéo, je vais vous emmener voir 5 lieux uniques à Toronto pour vous aider à mieux découvrir la ville et surtout à découvrir l'histoire qui se cache derrière ces lieux uniques. On part tout de suite vers notre premier stop qui est en plein centre-ville et vous êtes déjà sûrement passé devant sans vous en rendre compte. Et pour notre premier stop, on va dans une rue qui est en plein centre-ville, une rue où je suis passée plein de fois, une rue où je vous ai même emmené il n'y a pas longtemps, parce que c'est juste à côté qu'on a acheté les carreaux pour le balcon il y a quelques semaines, quelques mois, donc je vous avais emmené. Mon premier stop, c'est une maison à moitié. On dirait une maison qui a été séparée pendant un mauvais divorce, mais en fait non. Elle a été construite entre 1890 et 1893 et à l'époque elle faisait partie d'un ensemble de 6 maisons et c'était des maisons en fait, qui étaient collées les unes aux autres. Sauf qu'au milieu du XXe siècle, il y a un promoteur qui a voulu racheter toute la rue en disant qu'il allait tout détruire pour construire quelque chose de plus neuf, de plus récent et surtout j'imagine qu'il pourrait vendre plus cher. Parce qu'à l'époque cette rue c'était une rue qui était pauvre, il n'y avait pas grand chose donc il s'est dit bah viens on va tout virer et on va reconstruire des trucs qu'on va pouvoir vendre plus cher et d'un autre standing. La famille qui habitait là, ils n'étaient pas vraiment d'accord avec cette histoire-là. Et comment ça se passe quand tu es attaché à la maison d'à côté, que toi tu veux pas vendre mais que tes voisins ils sont ok pour vendre? Bah tu coupes ta maison en deux. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont découpé la maison en deux et ça a demandé un travail de précision, de folie parce qu'il a fallu faire des calculs savants et surtout faire un travail très précis pour être sûr qu'en détruisant la maison qui était à côté, celle-ci n'allait pas s'écrouler. Bonne nouvelle, cette maison est toujours debout aujourd'hui en 2023. C'est plus la même famille qui est propriétaire parce que malheureusement c'est vieux. Donc la famille qui était là-bas à l'époque, les parents sont décédés et en faisant des recherches, j'ai vu que la fille qui avait récupéré la maison après est décédée il y a 5 ans aussi. Par contre, aujourd'hui, ça appartient toujours à un propriétaire privé, mais c'est une attraction en fait parce que c'est même d'ailleurs si vous tapez sur Google The Half House, ça va vous envoyer directement ici parce que c'est quand même assez étrange de voir une maison comme ça qui tient en étant qu'à moitié quoi. Maintenant dans la rue pour notre deuxième stop et vous avez peut-être remarqué que j'ai changé de tenue. Alors non, je ne me prends pas pour une diva qui peut se permettre de changer de tenue pour chaque scène. C'est juste que j'ai commencé à filmer hier et que
On filme encore 3 lieux aujourd'hui. Je les ai regroupés suivant où ils se situaient dans la ville pour que ce soit un petit peu plus simple niveau logistique. Et le deuxième endroit, je pense que c'est l'histoire où j'ai trouvé le plus d'informations, mais aussi l'histoire qui est la plus touchante, je trouve. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un monsieur qui a déménagé du Portugal à Toronto en 1972. Ce que j'apprends dans les recherches, c'est qu'en fait, entre la fin des années 50 et la fin des années 60, il y a beaucoup de familles portugaises qui ont déménagé au Canada pour éviter à leur fils, qui avait l'âge de rentrer dans l'armée, d'être envoyé en Afrique pour la guerre. Ça, je ne savais pas du tout. C'est pour ça qu'il y a une très forte communauté portugaise aussi à Toronto. D'ailleurs, il y a Little Portugal, si vous n'êtes jamais allé. Il a déménagé à Toronto en 1972. Il a participé à la construction de la CN Tower. Et malheureusement, en 1993, il s'est fait mal au boulot, mais vraiment une très très grosse blessure. Il est tombé d'un échafaudage de 8 mètres. Il a une fracture du crâne, de la colonne vertébrale et du cou, donc il a été immobilisé et surtout, il a dû arrêter de travailler pour de bon. Il n'a jamais pu retourner au travail. Donc après s'être remis un petit peu sur pattes, il a cherché de quoi s'occuper. Et il a commencé tout doucement à décorer sa boîte aux lettres. Et ensuite, pour continuer à décorer son extérieur, les puzzles qu'il faisait à l'intérieur, il les a encadrés pour les mettre à l'extérieur. À l'époque, après sa blessure, il ne pouvait plus conduire, mais quand il a été capable de reconduire, il s'est acheté un van et il l'a décoré de la même façon. Alors là, je suis dans la rue, je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il est garé dans l'allée, mais si jamais je ne le vois pas, je vous mettrai une photo que j'ai trouvée sur internet. Il estime qu'il y a entre 220 000 vis et plus de 5 000 queues de billard dans sa décoration. C'est incroyable. En fait, après, il y a des gens qui ont commencé à faire des dons. J'ai lu aussi qu'il y avait des gens qui lui avaient donné des queues de billard du coup, pour décorer. Donc c'est vraiment, là, dans le quartier, ça détonne complètement avec le reste. Mais ça me fait un petit peu penser, si vous êtes déjà allé ou si vous avez vu les vlogs quand on y était il y a 2 ans, au palais idéal du facteur cheval. Quelqu'un qui construit quelque chose comme ça qui lui tient à cœur jour après jour et qui devient finalement un monument et qui partage une histoire et tout ça. Et si jamais vous ne connaissez pas le palais idéal du facteur cheval, si vous êtes dans la Drôme, en tout cas autour de Valence, c'est autour de Valence, je vous conseille grandement d'y aller parce que c'est vraiment vraiment très très chouette. Alors évidemment, il s'est fait remarquer avec sa maison dans le quartier, mais pas seulement, parce qu'il a aussi reçu un prix de la ville. Je vais vous le lire pour être sûr que je vous dis pas de bêtises. En 98, il a reçu le City Best Eccentric Garden par la ville. Voilà, donc c'est aussi une reconnaissance de tout son travail, de toute sa patience. Apparemment, maintenant, il a arrêté d'y travailler dessus parce qu'il est déjà beaucoup plus âgé et parce qu'il n'y a peut-être plus grand chose à faire. Et de ce que j'ai lu, il est toujours trop content de pouvoir faire visiter, d'expliquer comment il a fait et tout ça aux gens qui viennent regarder. Donc je vais m'approcher pour faire des photos et pour filmer. Je vais voir si jamais j'ai la chance de tomber au bon moment et de le rencontrer. C'est vraiment énorme, regardez, il y en a de partout. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y en a vraiment de partout, même derrière et tout. J'aimerais trop avoir l'occasion de pouvoir lui parler, de pouvoir comprendre en fait comment il a fait ça. Mais on voit quand même qu'il y a une méthode, parce que c'est vraiment super bien placé et tout ça. Il y a même des miroirs, il y a un petit truc Cars. Je sais pas si c'est pas des gens qui les ont posés plutôt, mais... Bon, j'espère que ce deuxième stop vous a plu. Le troisième stop, il est seulement à 600 mètres. Donc, en fait, d'ailleurs, celle d'après aussi, c'est pareil, elle est à 800 mètres d'ici. Donc c'est pour ça que j'ai tout regroupé d'ailleurs, mais c'est aussi pour ça que vous pouvez en voir plusieurs en une seule fois si jamais vous voulez venir. Bon, malheureusement, je n'ai pas vu le monsieur, mais si jamais vous venez et que vous avez la chance de discuter avec lui, vous pourrez lui dire bravo de ma part. Parce que ça demande quand même une certaine discipline, une certaine patience, une passion en même temps. Enfin, c'est incroyable. Et puis voilà, comme je vous disais, c'est hyper touchant parce qu'il a fait ça à la suite d'une blessure pour réussir à garder le moral et à s'occuper. Donc je trouve que c'est encore plus touchant. Bon, la prochaine histoire, elle est plutôt cool. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Matt Donovan et qui a fait une sculpture pour son cours d'art en 1999 et qu'il a donné quelques années plus tard à un de ses potes qui venait d'acheter une maison. Apparemment, ça fait 3 mètres de haut, donc je devrais sûrement pas le louper. Non mais vous imaginez, votre pote il vous offre ça et du coup vous le gardez devant chez vous en fait. Il lui a offert, ça fait 20 ans parce que c'était 2003 quand il lui a offert. Et celui-ci, ça faisait vraiment des années que je l'avais dans mes notes pour venir le voir. Donc je suis contente d'avoir enfin sauté le pas. Et je vais vous le dire exactement en quoi il est fait. Il a un corps en fibre de verre et en grillage qui est recouvert de mousse pulvérisée sur un squelette en contreplaqué. Donc voilà, ça passe pas inaperçu dans le paysage. Par contre, j'avoue, je pensais que c'était plus grand parce qu'il disait 3 mètres.
Mais j'ai pas l'impression que ça fait 3 mètres. Ou alors c'est que j'ai aucune notion de taille. Peut-être, c'est ça aussi. Apparemment, quand il l'a fait, ça venait aussi avec un coq, je crois. Il avait fait un autre truc, il y avait d'autres animaux avec, mais qu'il a donné en cadeau à ses profs. Donc il reste que celui-ci qu'il a donné à son pote en 2003. Si jamais vous entendez une différence par rapport au son, je tiens à m'excuser. C'est que mon micro n'a plus de batterie. Voilà. Et que je n'ai pas pris le deuxième, donc c'est complètement ma faute. Le prochain stop, il est vraiment très très près. Il y avait marqué que c'était à 300 mètres. Par contre, pour celui-ci, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Donc je vais vous montrer, parce que d'après ce que j'ai vu en photo, ça a l'air quand même assez exceptionnel, mais j'aurais pas beaucoup d'informations à vous donner. Les seules informations que j'ai trouvées, c'est que le monsieur il a commencé il y a 30 ans et qu'aujourd'hui c'est toujours entretenu. Oh, il y a un petit... Mais alors, attends, est-ce que... En fait, je visite des quartiers, là je me rends compte dans une autre rue. C'est quoi ça? C'est une boîte de lait, on dirait, pour... Ils en ont fait un truc pour que les animaux puissent manger. Il y a des trucs de ski dehors ici. Mais où c'est que j'ai atterri? C'est trop mignon. Là, je sais pas si c'est du décor, d'herbe, mais c'est quoi ce petit spot qui a l'air trop mignon? Mais ah bah la voilà, la voilà, la voilà, je sais pas si vous allez la voir de loin, mais bien sûr on va s'approcher. Alors, effectivement vous allez voir qu'on peut vraiment pas la louper si on balade dans le quartier. Alors je vous ai dit, cette maison elle passe pas inaperçue dans le voisinage, vous pouvez pas la louper. Je sais pas si on va pouvoir voir, je vous zoomerai au max, mais là en fait en haut il y a une date, alors j'imagine que c'est la date à laquelle il a commencé. Malgré il y a plein de statuettes et tout, enfin c'est vraiment pareil, encore une fois dans le détail, et c'est c'est très 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 impressionnant quand même. Hein. Bon, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain dans un nouveau quartier pour vous dans quelques secondes pour découvrir la dernière maison de cette vidéo. Je l'ai déjà vue il y a quelques années, mais je ne l'avais pas partagée parce qu'à ce moment-là, je ne vloguais pas, je ne faisais pas de vidéos sur YouTube, donc ça sera nouveau pour vous. Elle est un petit peu plus connue quand même que celle-ci, mais j'ai trop hâte de vous la montrer. A tout de suite! Et bienvenue dans la dernière partie de cette vidéo, notre 5e et dernier stop. On est samedi, comme vous pouvez voir, on est sur une nouvelle tenue. On a à boire. D'ailleurs, dans un des vlogs précédents, je vous avais dit que quand vous alliez au Starbucks et que vous utilisiez vos points pour acheter votre boisson, vous pouviez prendre la grande boisson au lieu de la petite parce que c'était le même prix en fait, c'est une boisson, qu'importe la taille. Et en fait, au Tim Hortons, c'est pareil. Elle m'a dit, mais si vous voulez, je vous donne la grande vu que vous utilisez vos points. Je devais utiliser mes points, ils m'ont envoyé un email en disant utilisez vos points avant qu'ils expirent. Donc ça serait quand même bête de ne pas les utiliser, hein. On a payé pour. Là, on est sur King East, c'est une ambiance complètement différente de King West. King West, c'est vraiment la fête, il y a plein de restes, tout ça. Là, c'est beaucoup plus tranquille de ce côté-ci. J'irai jusqu'à ce qu'on traverse le pont parce que après, on arrive dans Leslieville et là, ça devient un petit peu plus animé. Mais cette partie-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont fermé, donc c'est pas hyper animé. Et l'échec aussi, c'est que je suis arrivée ici, j'ai vu le streetcar et le temps que j'arrive, il était en train de repartir. Je me suis dit, c'est pas grave, il y en aura un après. Et en fait, pour l'instant, il n'y en a pas après. Donc je sais qu'il y en a un qui va arriver à un moment donné, hein. Je sais juste pas quand. Alors c'est non sans mal que je suis arrivée jusque dans cette rue. J'ai pas pris le bon streetcar. En fait, il y en a un qui est arrivé après que je vous ai parlé, peut-être 5 minutes après. Et sur King, il faut regarder parce que c'est marqué genre 503, mais 503 A, B, C ou je sais pas quoi. Et tellement excité qu'il y a un streetcar, je suis montée dedans et il a tourné à Distillery District qui n'était pas du tout la direction où je voulais aller. Donc j'ai perdu un petit peu de temps, mais je suis devant la dernière maison que je voulais vous montrer et vous ne pouvez pas la louper. Pareil, si vous venez ici. C'est marrant parce qu'elle me semble beaucoup plus organisée que la première ou deuxième fois où je suis venue, parce que je suis déjà venue plusieurs fois ici par contre. Ça c'est la seule où je suis déjà venue en plusieurs fois et je savais à quoi m'attendre. Et elle a commencé à faire ça en fait après le décès de son mari pour se tenir compagnie. Donc c'est un petit peu comme la maison qu'on a vue avant où il avait brûlé plein de choses devant chez lui. En fait c'était une sorte de thérapie pour se tenir occupé
et essayer de remonter la pente. Donc je trouve que voilà, même si ça nous fait sourire et que celle-ci par exemple, cette maison-là, ils l'appellent The Crazy Dollhouse dans certains endroits. Et sinon The Dollhouse, je pense que The Crazy c'est un peu... C'est pas le terme en fait, parce que c'est des gens quand même qui ont fait face à des événements hyper difficiles et qui trouvent quelque chose qui leur fait du bien. Aujourd'hui oui c'est une attraction parce qu'on a envie de venir voir tout ça, mais en fait finalement quand j'ai commencé cette vidéo je me rendais pas compte de l'histoire des gens derrière. Et je trouve ça touchant et hyper intéressant aussi d'aller creuser plus loin que juste de prendre une photo et de la poster sur Instagram par exemple. Donc je suis bien contente d'avoir pu vous embarquer dans cette histoire avec moi et d'en avoir appris plus sur les histoires des maisons de Toronto avec moi. Si jamais ça vous intéresse de venir voir celle-ci, apparemment elle change suivant les saisons. Donc à Noël par exemple, elle est avec des petits Pères Noël, machin, tout ça. Mais surtout à Halloween, apparemment ça fait flipper. Parce que surtout que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, il y a tous les visages qui nous regardent, tous les visages des poupées et tout quand on passe devant. Donc je pense qu'à Halloween, ça fait bien flipper. Et voilà, c'est avec cette maison qu'on finit cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais je voulais profiter aussi des beaux jours pour vous montrer d'autres quartiers de Toronto, pour vous montrer ces endroits, je dirais iconiques de Toronto, parce que je dis iconique parce que c'est des endroits, si vous vivez dans ces quartiers-là, vous connaissez forcément ces maisons-là. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.